Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du 19h. Voici les titres qui seront développés dans cette édition. Le musée océanographique présente sa toute nouvelle exposition événement Mission polaire, une immersion au cœur de l'Arctique et de l'Antarctique pour une durée de 2 ans. La marraine de l'exposition est la comédienne Mélanie Laurent. Elle nous expliquera les raisons de son engagement de longue date en faveur de l'environnement. Après l'écrit l'oral, il ne s'agit pas du baccalauréat 2022, mais des épreuves de langue monégasque. Nous étions aujourd'hui dans les coulisses des oraux. Reportage à suivre. L'année scolaire touche à sa fin, c'est la dernière ligne droite. À l'université aussi, l'année académique s'achève. Nous serons avec le directeur général de l'IUM, Jean-Philippe Muller, pour dresser le bilan de l'année écoulée qui a été synonyme de retour à la normale pour cet établissement qui accueille des étudiants venus du monde entier. Ils sont champions de France. Nous irons à la rencontre dans ce journal des sportifs de l'équipe de water-polo U15 de Monaco, tout juste auréolé de ce beau titre obtenu le week-end dernier à Strasbourg. Et puis son nom est évocateur, l'Amerigo Vespucci fait escale à Monaco à l'occasion de la fête nationale italienne. Nous monterons à bord. Après un voyage sous-marin à la découverte de la Grande Barrière de Corail, le musée océanographique met le cap vers l'Arctique et l'Antarctique à travers sa nouvelle grande exposition événement intitulée Mission polaire. Pendant 2 ans, en pénétrant dans le Temple de la mer, les visiteurs se verront proposer une immersion dans ces territoires de l'extrême. Objets, documents, contenus numériques offrent une expérience à 360 degrés et à exposition exceptionnelle, marraine exceptionnelle, une comédienne engagée. Elle est avec nous. Bonsoir Mélanie Laurent. Bonsoir. Où votre conscience écologique trouve-t-elle son origine ? Dans l'éducation que j'ai reçue. J'ai des parents qui m'ont naturellement appris à manger le mieux possible, trier et ne pas gâcher. Et après, un engagement beaucoup plus fort quand j'ai eu des enfants. En tout cas, quand j'ai eu mon fils, j'ai eu une envie de lui trouver des solutions. Et c'est cet engagement qui fait que vous avez aujourd'hui accepté d'être la marraine de cette mission polaire ? C'est-à-dire que je suis toujours assez bouleversée par le mot marraine. Moi, j'adore cette idée de protéger un enfant, de faire partie d'une famille, d'avoir un rôle comme ça un peu extérieur et en même temps de voir un enfant grandir. C'est beau le nom marraine et ce qu'il représente. Et là, je suis très honorée et j'espère que j'assurerai dans mon rôle de marraine surtout. Il n'y a pas de raison. C'est l'occasion de sensibiliser le grand public et c'est justement quelque part ce qui vous anime aussi. C'est peut-être par là qu'interviendra la solution générale ? Oui, et puis ça, c'est utiliser plein de vecteurs, utiliser l'émotion, et, utiliser l'éducation. Il n'y a rien de plus beau qu'un musée pour faire rêver les enfants. Il n'y a rien de plus beau qu'une belle exposition qui va venir vous toucher, vous apprendre des choses. Et quand on repart, on a l'impression qu'on en sait plus. Et souvent, quand on est émerveillé dans un institut ou dans un musée, on a envie de faire des choses. Et je pense qu'on a de grandes choses à faire avec la jeune génération qui, à mon avis, est un peu angoissée de ce qui va leur arriver. Et je pense que c'est des endroits qui peuvent servir d'espoir et de grands voyages. Vous étiez déjà en septembre au Palais Princier pour participer au Gala des Océans. Quel regard portez-vous sur l'engagement du prince Albert II, qui est donc un chef d'État et qui est finalement l'un des plus fervents défenseurs actuels de l'environnement ? J'ai un immense respect et je me dis que voilà, on peut très bien avoir du pouvoir et essayer de changer le monde. L'un n'empêche pas l'autre. Et je trouve qu'il donne une belle leçon à beaucoup d'autres chefs d'État et qui fait ça avec beaucoup de ferveur, beaucoup de passion, beaucoup d'intelligence et qu'il embarque beaucoup de gens avec lui et il embarque beaucoup de célébrités qui viennent chaque année pour le soutenir, toute la communauté évidemment d'ici et les messages très forts qu'il véhicule sont très importants et de toute façon j'ai énormément de respect pour les gens qui s'engagent, qui ne sont pas obligés de le faire et qui le font quand même. Et dont vous faites partie. Depuis le film Demain, est-ce que vous avez le sentiment que les mentalités ont évolué et que le monde prend peut-être conscience de l'urgence d'agir ou pas assez encore ?
Je penserais toujours qu'on est déjà en retard. Je penserais toujours que ce documentaire aurait dû s'appeler Hier. Oui, non, évidemment qu'il y a une conscience, il y a eu une prise de conscience. J'ai l'impression que enfin le mot réchauffement climatique est un peu plus pris au sérieux. Après, je suis pas sûre que les gens se rendent compte de l'impact réel que va avoir le réchauffement climatique. Et l'être humain est fabriqué de telle sorte que quand quelque chose nous effraie, en général, on met des œillères. Donc je crois qu'il y a une grande partie de l'humanité qui est dans le grand déni. Donc il faut trouver un moyen de réveiller les consciences sans les faire paniquer et de leur trouver des solutions pour leur dire que ce ne serait pas la fin du monde, mais peut-être la fin d'un monde et qu'auquel cas on a juste à le reconstruire et que l'être humain est fait de telles capacités d'imagination extraordinaire à se raconter des histoires aussi, que si on pouvait tous se raconter la même histoire, celle d'arrêter de faire n'importe quoi, ce serait pas mal. Oui, il y a encore beaucoup à faire et on peut tous s'y mettre. Alors, ce n'est pas l'objet de votre visite effectivement à Monaco, mais est-ce que l'on peut vous demander, Mélanie Laurent, quels sont vos projets actuels ? J'écris, je suis dans une grande phase d'écriture, j'adore ça. C'est un des moments que je préfère. D'ailleurs, l'écriture permet d'aller n'importe où. Je pourrais très bien décider d'aller à l'autre bout du monde vers les pôles pour aller écrire mon prochain film, par exemple. Voilà, c'est déjà un petit indice. Merci Mélanie Laurent d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et la toute nouvelle exposition du musée océanographique Mission Polaire ouvrira officiellement ses portes au public samedi. Vous pourrez non seulement découvrir le parcours des pionniers des mondes polaires, mais aussi pénétrer dans un immense igloo pour vous familiariser avec la vie des Inuits ou tenter de percer les secrets des pôles, tout un programme. Frédéric Hélion nous rejoint pour développer les autres titres de l'actualité. Avec tout d'abord, Frédéric, cette réunion de travail au ministère d'État. Bonsoir. Bonsoir Patricia. Après une première réunion de concertation le 23 mai, Christophe Robineau, le ministre des Affaires sociales et de la Santé, a de nouveau rencontré les principaux représentants du secteur de l'hôtellerie et de la restauration mardi. Objectif de cette réunion, élaborer de façon concertée les grilles de salaire de ce secteur d'activité. Des représentants de l'AIHM, de la direction et du personnel de la SBM, du syndicat cuisinier-pâtissier-tablier bleu, du syndicat hôtel-café-restaurant et de l'USM étaient conviés. Les différentes parties se reverront le 17 juin. Passons à cette tradition littéraire, Frédéric. L'association Je lis, tu lis, nous lisons organisait hier sa traditionnelle fête de la lecture de 15h à 18h au parc Princesse Antoinette. Des points de lecture étaient disséminés un peu partout dans le parc et les papis et mamies lecteurs de l'association ont pu lire de nombreuses histoires aux enfants. L'objectif est de donner le goût de la lecture aux enfants, mais aussi d'entretenir ce lien intergénérationnel si important entre les tout-petits et les plus grands. Et puis un rendez-vous à noter dans nos agendas pour ce week-end. Comme chaque année, Monaco s'associe à la manifestation Rendez-vous au Jardin afin de faire découvrir la richesse et la diversité de ses parcs au grand public. Le thème de l'édition 2022, les jardins face au changement climatique. La direction de l'aménagement urbain vous fera découvrir les jardins Saint-Martin à Monaco-Ville. Une balade urbaine sera proposée pour présenter les outils et solutions mises en place pour préserver le patrimoine végétal et renforcer la place de la nature en ville. Rendez-vous sur le parvis du musée océanographique samedi et dimanche de 10h à 16h. Et non loin des jardins Saint-Martin sur le Rocher à la mairie de Monaco, des élèves passent actuellement le concours de langue monégasque. Après l'écrit début mai, place aux épreuves orales. Le reportage de Fabien Bonilla et Orazio Gaggino. Buonasera con Monaco Info. Ils sont seulement 50 comme Filippo à passer le concours de langue monégasque à l'oral alors qu'ils étaient 1400 au départ début mai à l'écrit. Ce concours existe depuis 1981 et a pour objectif de promouvoir, valoriser et surtout sauvegarder le patrimoine national à l'heure de l'uniformisation et de la mondialisation. Alors l'intérêt, je dirais qu'il est grandissant. Grandissant pour notre tradition, notre culture, mais aussi notre identité. Et là, c'est très fort. Je crois que le souverain l'a dit avant moi, c'est vraiment un outil indispensable pour garder notre entité monégasque et nos liens
entre nous. Pendant 3 jours, de ce mercredi à vendredi, ces jeunes collégiens se présentent une dizaine de minutes chacun devant un jury composé de 4 membres provenant du Comité national des traditions, de la direction de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports, de la mairie, ainsi que d'un professeur de monégasque. En général, on a une présentation ou une expression orale qui peut être semi-guidée ou qui peut être complètement libre, bien entendu avec une thématique pour chaque niveau. Et ensuite, nous avons la lecture d'un texte et des questions de compréhension et d'expression orale. O meu nome é Albertazzi e o meu prenome é Filippo. Go 13 anni e sono nascido a Trenta da Maddalena dell'anno 2008. À l'issue de ces épreuves, puisque c'est avant tout un concours, il y aura la proclamation des résultats avec une remise des prix à la mairie le lundi 20 juin. Une remise des prix que l'on diffusera en intégralité le dimanche 26 juin à 21h sur Monaco Info. Cette période de concours rime également avec baccalauréat et fin d'année pour les étudiants. À l'Université de Monaco, après une année dense, c'est donc l'heure de la fin des cours. Nous sommes avec le directeur général de l'IUM, Jean-Philippe Muller. Bonsoir. Bonsoir. L'année académique s'achève à l'université. C'était une année de retour à la normale ou presque, après la Covid. Dans quel climat s'est-elle déroulée ? Écoutez, vous avez raison, c'est enfin une année de retour quasi normale puisque toute l'année s'est déroulée en présentiel. On a pu accueillir les étudiants toute l'année. Et puis au fur et à mesure du temps, les mesures un peu particulières ont été allégées. Ça a permis surtout de permettre aux étudiants de retrouver la participation à la vie monégasque, au Grand Prix de Monaco par exemple. Ils ont participé à l'organisation, à la Monaco Fashion Week, ou bien à nos Business Plan Competitions, The Mark Challenge par exemple, au Yacht Club. Donc enfin une vie à peu près normale. Et puis alors là, depuis quelques jours, c'est carrément le retour total à la normale, puisque ça faisait 2 ans qu'on portait le masque à l'université. Il n'y a plus de masque à l'université. Et les étudiants étrangers étaient donc de retour cette année, parce que ça a été un petit cas particulier à gérer, un problème un peu plus épineux. Oui, compliqué, avec des situations parfois difficiles. On a eu des étudiants qui ont suivi pendant la période Covid toute l'année en ligne, à distance, depuis leur pays, parfois depuis les États-Unis, la nuit, avec le décalage horaire. Mais cette année, ils ont pu revenir, participer aux cours. Et je crois qu'ils en étaient plutôt heureux, parce qu'ils apprécient quand même le présentiel. Peut-on rappeler, Jean-Philippe Muller, le nombre d'étudiants qui fréquentent l'Université de Monaco ? Écoutez, au moment où je vous parle, les étudiants sont en train de passer leurs examens. Il y a environ 670 étudiants à l'école, sachant que c'est une augmentation et on s'apprête l'année prochaine certainement à recevoir encore un peu plus. On devrait dépasser les 750 et probablement avoisiner les 800 en nombre d'inscrits pour l'année. Et quelles sont les différentes sections ? Alors il y a toujours les programmes bachelor généralistes après bac pour se préparer au business. Avec cette année une innovation puisqu'à la rentrée ouvrira un parcours particulier, Digital Business Development, pour former les jeunes à la fois au management mais aussi à la technologie et au digital, avec un semestre dans une des écoles ingénieurs partenaires de notre groupe. Ensuite il y a tous nos Master of Science, finance, luxe, sport business et puis l'International Management et puis notre programme MBA. Alors vous l'avez dit, il y aura une nouveauté à la rentrée. Ces spécialisations que vous développez régulièrement, elles sont devenues indispensables pour s'adapter aux nouveaux métiers, aux nouvelles carrières émergentes ? Oui, en particulier le mélange de la technologie et du management, c'est indispensable de plus en plus aujourd'hui dans les entreprises, avoir des personnes qui ont une bonne maîtrise de la culture technologique, qui sont capables d'échanger avec des ingénieurs ou des spécialistes du digital, c'est devenu vraiment très important. C'est pour ça qu'ils iront au-delà de la simple compréhension, mais aller eux-mêmes passer un semestre dans une école d'ingénieurs pour apprendre le back-office, tout ce qui se passe dans le codage, les données, la gestion des données, l'intelligence artificielle, pour avoir une vraie connaissance de ces problématiques qui sont les problématiques du futur. Alors ce soir sont révélés les premiers résultats de la phase Parcoursup pour les élèves qui sont en terminale. Vous, plus particulièrement, où en est le processus de recrutement pour la rentrée prochaine ? Est-il toujours en cours ? Bien sûr, alors nous ne faisons pas partie de Parcoursup puisque c'est réservé aux écoles françaises et nous sommes complètement ouverts à un recrutement tout au long de l'année. Aujourd'hui, il y a une forte demande pour IUM. Au moment où nous discutons, il y a environ 30% de plus d'étudiants qui sont inscrits par rapport à la même période l'année dernière. Donc on devrait faire une rentrée assez importante. Et quels sont les critères de recrutement ? Vous vous basez sur les résultats académiques ?
Alors nous, on a un principe qui est très important, c'est un niveau académique, niveau bac par exemple, pour les étudiants qui veulent rentrer en bachelor. Ça, c'est le prérequis. Mais ensuite, on souhaite entendre tous les candidats à travers un entretien, une évaluation de leur dossier, parce que nous recherchons essentiellement des étudiants qui ont un potentiel de développement, d'innovation, d'entrepreneuriat, qui sont aussi capables de vivre dans un milieu international. Donc la maîtrise parfaite de l'anglais est indispensable, puisque les cours sont enseignés en anglais à l'université. Et puis de plus en plus, on est attentif aux étudiants qui sont capables de s'engager, de chercher un impact positif sur leur environnement. L'université est très impliquée au sein de la communauté monégasque avec les acteurs notamment économiques, certes, mais aussi institutionnels de Monaco. Vous prenez part à de nombreux événements. Bien sûr, c'est très important. D'abord, je pense que l'université s'enrichit, bénéficie, fait profiter ses élèves de toute la richesse de Monaco, des interactions qu'on peut offrir parce que la proximité est là et les étudiants peuvent avoir accès à beaucoup de choses. Et puis en retour, je crois que c'est important que l'université contribue au développement de la principauté en proposant des formations, des projets qui nourrissent aussi le territoire. Donc c'est un échange positif et je crois que c'est comme ça qu'une école doit fonctionner dans son environnement. Voilà, eh bien on vous souhaite à tous une très belle fin d'année à l'université. Merci beaucoup Jean-Philippe Muller d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Une pause estivale, puis c'est à l'automne prochain qu'aura lieu la traditionnelle remise des diplômes de l'université. Ce n'est pas un diplôme qu'ils ont reçu eux, mais un joli titre, celui de champion de France. Les nageurs et la nageuse de l'équipe de water-polo U15 de Monaco sont montés sur la plus haute marche du podium le week-end dernier à Strasbourg et nous tenions à saluer leur performance. Frédéric Elion et Alexandra Marangoni les ont rencontrés. Quand on parle water-polo en France, on pense immédiatement à Marseille ou Nice, deux des équipes les plus titrées de l'histoire. Désormais, il faudra aussi compter avec une autre équipe du Sud. Monaco s'est invité à la table des grands le week-end dernier à Strasbourg, grâce à son équipe U15, sacrée championne de France. Les protégés de Manuel Laversane ont battu Douai 14-5, concédé le nul face à Aix-en-Provence 9 partout, avant de dominer Strasbourg 11-5 pour décrocher le premier titre de champion de France de l'histoire du club. C'est exceptionnel. On a vécu une aventure et une année magique. On n'a subi qu'une défaite et à la fin, on finit champion avec 2 victoires et un match nul pendant le tournoi à Strasbourg. Beaucoup d'émotions, beaucoup de joie. Ce groupe a commencé avec Sébastien Dervieux, le responsable de la section water-polo, qui les a eus dès le plus jeune âge, quand ils avaient 9-10 ans. Et moi, je les ai pris il y a 2-3 ans. Et on a participé au championnat de France cette année. Pour notre première participation, on finit premier. Et donc c'est une victoire tout simplement historique. Un succès historique pour ce groupe arrivé à maturité, avec des jeunes tous issus de la formation du club. Cette génération dorée a d'ailleurs tout raflé cette saison, avec le titre de champion régional il y a un mois, en plus du sacre national en Alsace. C'est énorme ce qu'on a pu réaliser pour ce Monaco qui est un petit club au niveau du water-polo. On a réussi à construire un gros truc au cours des 2 dernières années, on s'entraînait fort, beaucoup. On n'a pas relâché, à toute l'équipe on était soudés et on a réussi à être récompensés. En water-polo, la mixité est autorisée jusqu'à l'âge de 15 ans. Dans l'effectif monégasque titré à Strasbourg, une fille présente depuis le début de l'aventure. Et moi ça fait 5 ans maintenant que je fais du water-polo avec eux. J'ai tout le temps commencé avec les garçons, j'ai jamais fait des entraînements avec les filles. Maintenant je joue avec l'équipe des filles de Nice, mais je préfère jouer encore avec les garçons à Monaco. Cette saison historique n'est pas encore terminée pour la section water-polo de l'AS Monaco Natation. Une partie de l'équipe sacrée championne de France U15 participera au final U17 Honneur dans 15 jours. Et après le water-polo, Frédéric, vous êtes de retour avec du football. L'équipe de France U17 a été sacrée hier soir championne de France. Les Bleuets ont dominé les Pays-Bas 2-1 hier en finale du championnat d'Europe des moins de 17 ans en Israël. Meilleure attaque de la compétition, la France l'emporte grâce à un doublé du Havrais Saël Koumbedi. Félicitations aux Bleuets et plus particulièrement au gardien de l'AS Monaco, Lisandro Olmeta, titulaire dans les cages tout au long de la compétition. Oui, bon sang ne saurait mentir puisqu'il s'agit du fils d'un grand gardien de but passé par Bastia, Toulon ou Marseille, Pascal Olmeta. Avis à présent aux amateurs de manga, le tome 7 de Blitz est annoncé.
Le 7e tome du premier manga Made in Monaco sortira le 10 juin en librairie. Cette BD shonen créée en 2020 est une collaboration monégasco-japonaise scénarisée par Cédric Biscay. Depuis le début de l'aventure, plus de 70 000 exemplaires ont déjà été vendus sur le territoire national. L'été approche et un événement particulièrement apprécié par les plus jeunes fait son grand retour. Après 2 ans d'absence, situation sanitaire oblige, la Splash Party fait son grand retour au stade nautique Régnier 3. Un événement organisé par la mairie afin de marquer à la fin de l'année scolaire le début des vacances et ouvert aux jeunes de Monaco âgés de 12 à 17 ans. Rendez-vous mercredi 15 juin de 14h à 18h. C'est un navire emblématique qui a accosté en cette fin de semaine sur la grande digue du port. À l'occasion de la fête nationale italienne, l'Amerigo Vespucci, le bateau-école de la marine militaire italienne, fait escale à Monaco. Juliette Rappert et Alexandra Marangoni vous proposent un reportage à bord de ce symbole du patrimoine du pays de Dante. Il est sans doute l'un des plus beaux navires du monde, mais il est le plus ancien navire-école de la marine italienne en service. L'Amerigo Vespucci a été construit et mis à l'eau en 1931 à la demande de Benito Mussolini. In that period where most of the sailing vessels were replaced by mechanical engine vessels, in Italy we thought that for the training of cadets it was important to maintain these kind of vessels. So this was designed and built just to be a training ship. Au cours de cette dernière décennie, et en plus de sa formation à la mer, ce majestueux 3-mâts joue un rôle important d'ambassadeur d'Italie à travers le monde. It's a symbol of beauty and a symbol of function as well. This is used not only by military but also by ambassadors, ministers. It's a sort of piece of land of Italy going around the world and providing an example of attitude, of beauty and of functionality at the same time. Et en tant qu'ambassadeur, l'Amerigo Vespucci s'est rendu dans certains des ports les plus importants du monde, notamment en 2002 à Auckland pour la 31e Coupe de l'America et en 2004 à Athènes pour les Jeux Olympiques. Et ce journal, vous le savez, ne serait pas tout à fait complet sans les prévisions météo. Quel temps est-il prévu demain vendredi ? Retour du mauvais temps, Patricia, avec un ciel bien chargé et des risques d'averses en fin de matinée et en début d'après-midi. Mais bonne nouvelle, le soleil percera les nuages en fin de journée. Les températures seront comprises entre 22 et 28 degrés vendredi 3 juin. Nous fêterons les Kevin. Merci. Et Frédéric et moi-même vous donnons rendez-vous demain à 19h pour un nouveau journal. Quittons-nous avec la série de photos de fin d'édition et ce coup de chapeau aux champions de France de water-polo U15, des photos de Manuel Vitali. Passez une très belle et douce soirée. À demain.